On vous présente cette semaine la première partie du reportage sur la station touristique du Chêné. En bordure du lac Saint-Joseph, le site de la station touristique de Duchesnay s'étend sur 89 km². Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses activités: randonnée, ski de fond, canotage, escalade, tir à l'arc, activités guidées, etc. Les terrains de la station comprennent notamment une auberge de 48 chambres et plusieurs pavillons et chalets en location. Monsieur Dion, on a une grosse émission devant nous ce soir parce qu'effectivement, la station forestière touristique du Chêné, on va justement démêler ça un petit peu tantôt, les noms. C'est grand, c'est vaste et vous faites beaucoup de choses. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse l'historique parce qu'il y a une belle histoire qui se rattache à cette station. Tout à fait. À l'origine, la station forestière du Chêné est venue créée en 1935, spécialement pour être la première école de foresterie ici au Québec. Donc, ils se donnaient à l'époque des cours en mesurage, en garde-feu, garde forestier. Tout se passait ici. C'était on pourrait dire un micro-village qui s'est constitué dans ces années-là. Il faut le mentionner, la route principale qui s'en allait vers Saint-Raymond ou vers Sainte-Catherine, selon le cas, passait en avant de vos bâtiments. Tout à fait. La route passait comme elle est à peu près là, en face du labyrinthe, et bifurquait sur notre territoire pour passer en face du pavillon qu'on appelle, nous, le Caribou, pour ensuite revenir vers Saint-Raymond. Vous êtes ici depuis 1981, vous avez vu beaucoup de transformations, entre autres l'arrivée de la CEPAC. Racontez-nous ces petites transformations-là. Des grandes transformations, je vais vous dire. Oui, j'ai commencé en 81 pour le ministère des Ressources naturelles à l'époque. Puis en 97, j'ai été plus spécifiquement mis en charge de la station forestière du Chêné. Et en 99, le tout a été transféré à la CEPAC. Donc, la gestion de la station, c'est important de le dire, je le répète, la gestion, parce qu'on n'est pas propriétaire des lieux, mais on est bien gestionnaire des lieux, elle nous a été cédée. Et il faut le mentionner, qui dit CEPAC, bien, ça amène beaucoup de transformations, tout ça. Vous avez développé un volet touristique. Mais je pense qu'on va commencer par parler du volet forestier, parce que vous êtes unique au Québec. Effectivement, je vais préciser. On va parler de la station forestière du Chêné. C'est quoi? La station forestière, c'est la seule et unique dans la province de Québec. C'est un territoire, c'est une forêt publique qui a, par décret, 3 priorités. Soit la forêt d'enseignement, une forêt d'éducation populaire et aussi une forêt d'expérimentation, donc la recherche forestière. Donc, en 99, quand ça a été cédé, on a greffé un autre volet qui est géré par la CEPAC avec les autres, c'est le développement villégiateur. Donc, la station, présentement, bien, on est plus, pas plus, mais on développe le côté hôtelier de la chose. Et il faut le mentionner, ici, on est devant un des chalets que vous pouvez voir quand vous passez en ski de fond durant l'hiver. Les gens vont souvent voir le début. Vous parlez tantôt d'un principe d'entonnoir. Hein? Tout est au début quand on passe à côté de la route. Mais on a vu aussi sur le bord du chemin aussi tout le volet recherche. Vous avez beaucoup de choses que vous devez concilier. Là, puis vous avez un terme exact pour ça. C'est du multi-usage. Il y a multi-ressources, multi-usage. Donc, moi, je suis un peu le coordonnateur entre
pas dire la police, mais on joue l'idée, c'est coordonner le tout des différents intervenants et de s'ajuster aussi. Lorsqu'on fait des opérations forestières, on va ajuster nos opérations en fonction des partenaires ou des usagers qui sont déjà là. Et ça, vous venez de le dire, vous faites aussi des opérations forestières. C'est assez spécial aussi, ça. Bien, c'est pas spécial. La forêt, c'est un grand jardin. Hein? Vous savez comme moi qu'un jardin, le but, c'est de le récolter quand il est rendu mûr. Bien, c'est ce qu'on fait. Mais en plus de le récolter, on va s'assurer de la pérennité de la chose. Il faut le mentionner, on va le voir tantôt. Vous avez aussi ça s'est transformé, ça aussi, comment on récolte le bois, comment. Et vous avez appliqué bien des choses. Vous êtes aussi un laboratoire, on pourrait dire. Oui, un genre de laboratoire parce que le fait qu'on est station forestière, on travaille étroitement avec le ministère Forêt, Faune et Parc et on a des fois une certaine latitude pour adopter des normes. Pas adopter des normes, mais atteindre l'objectif peut-être différemment en collaboration avec justement le ministère et autres partenaires comme la recherche à l'occasion. Fait que c'est sûr que la foresterie évolue beaucoup. C'est plus la foresterie des années 50. La station forestière du Chêné, ça représente quoi en superficie, en employés, en ressources? On est à 89 km², donc 8 900 hectares à peu près, ce qui représente 44 fois la grandeur de Monaco. Fait que ça vous donne un peu une dimension. De ce 89 km²-là, la possibilité forestière qui est calculée, elle est sur 6100 hectares à peu près. Pourquoi le différentiel? C'est qu'il y a des zones qui sont non productives. Il y a les lacs, les chemins, c'est retranché. Nos territoires de recherche sont retranchés. Donc, tous les calculs de possibilités sont faits sur 6 000 hectares, aux alentours de 6 000 hectares. Vous parliez aussi, vous aviez beaucoup de lacs aussi sur votre territoire? Oui, si j'enlève le lac Saint-Joseph, que je considère à moitié, pas à moitié, un peu sur le territoire, on a 17 lacs répartis surtout dans le nord du territoire. Et vous avez combien d'employés? Selon les saisons, entre 95 et 115, sous toute réserve. Puis là, ben, ça peut travailler du côté forestier, du côté touristique, un petit peu de tout, dans le fond. Oui, il y a différents départements. C'est sûr, il y a le côté hôtelier. Dans le côté hôtelier, vous allez retrouver la restauration, l'hébergement, la cuisine, l'entretien ménager. Vous avez aussi le petit département forestier qui est 2,5 personnes et les activités aussi, qui est un autre département à part. Quand on vient à Duchesnay, ben là, c'est sûr qu'on est en été, mais c'est sûr que c'est quoi? C'est la randonnée pédestre qui est fort, c'est les chalets, c'est un petit peu de tout dans le fond? C'est un peu tout. C'est la place qui est attractive. On a le lac. On est chanceux d'être situé sur le bord du lac Saint-Joseph. Oui, les randonnées pédestres, c'est un point qui est utilisé, mais je dirais pas comme peut-être ailleurs dans les parcs. Le réseau est plus restreint, mais c'est ça. C'est quand même un attrait intéressant. Puis vous, pendant ce temps-là, pendant qu'ils développent le volet touristique, vous avez aussi le volet forestier, de gérer la forêt, tout ça. C'est quand même une belle gestion qu'il faut faire. Tantôt, vous me parliez aussi des maladies que certains arbres ont le être. C'est une gestion à faire qui est importante. Il y a une saine gestion à faire. On va peut-être parler du hêtre un peu plus tard, mais effectivement, on est en situation, je dirais pas, presque de crise. Là, le hêtre est foudroyé par la maladie corticale du hêtre. Donc, le délai de récupération de ces bois-là est quand même relativement courte. Fait que c'est sûr que les méthodes de coupe vont être adaptées pour les récupérer et ces secteurs-là vont être priorisés. Alors, vous savez, nous autres, on visite dans notre émission, fait qu'on va continuer la visite. On va aller vous parler de d'autres choses dans quelques instants. Puis on vous suit, M. Dion, dans cette visite. Avec plaisir. Alors, M. Dion, on est dans un de vos secteurs de ski de fond. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est fait ici comme travail. Bien, c'est ça, on est dans la piste numéro 5 pour les gens qui connaissent un peu l'endroit. Si vous regardez un peu la forêt autour de vous, on ne voit rien de spécial. Parce que c'est ce que je voulais vous montrer, tout simplement. C'est qu'ici, on a eu des opérations forestières, donc des traitements sylvicoles qui sont faits en 2003, jusqu'au tour des pistes de ski de fond. Puis vous voyez la résultante, là, après 13 ans, on est en 2016, donc vous voyez la résultante
que si quelqu'un ne sait pas qu'il y a eu des opérations forestières, ben, il ne peut pas le deviner. Ouais, puis ça devient un beau boisé aéré. Les arbres ont toute la place au monde pour bien faire leur expansion. Exact. Le principe de la coupe sélective, c'est pas d'aller récolter tous les gros, il faut comprendre. Fait qu'on va aller récolter dans toutes les classes d'âge, dans toutes les classes de diamètre, en fonction de différents paramètres de santé. Donc, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que quand vous regardez la forêt, bien, vous avez encore des petits, des moyens, des gros. On garde le même patron, j'allais le dire en anglais, le même patron qu'il y avait à l'origine. Là, comme ça fait plus d'une dizaine d'années, on ne peut pas voir les traces au sol, mais j'imagine aussi que vous avez laissé quelques branches, tout ça, pour que ça reparte. Ah, c'est une bonne observation. Les branches, chez nous, on les laisse dans le secteur de coupe. Donc, les branches, c'est de la vitamine, ça fait du compost, etc. Fait que contrairement à des endroits, vous allez voir, surtout dans le résineux, tout est descendu en bordure de route, puis là, vous voyez les endroits. Ici, on n'a pas ou peu ça. Fait que, puis quand ça arrive, on essaie de ramener les branches en forêt. Alors, M. Dion, on est justement dans une forêt qui a été coupée sélectivement. Alors, peut-être nous expliquer comment vous avez fait ça. Exact. C'est la résultante d'une coupe partielle qui a été faite cet hiver, donc dans une forêt feuillue. Vous pouvez voir après coupe, il reste encore un patron, comme je vous expliquais, dans différents diamètres d'arbres. Vous avez des vestiges au sol des arbres qui ont été coupés. Puis vous êtes à même de voir qu'il reste très peu de matériel au sol. Tout a été récupéré. Ça, c'est une des forces à la station. On récupère énormément, puis qu'il reste peu de débris au sol. Et on a sur les souches, on a la preuve que seulement les tiges qu'on voulait ont été récoltées. Si je me tourne, je vais aller vous montrer une souche ici. Vous pouvez apercevoir ici un trait de peinture. Fait, comme on a vu dans l'autre secteur tout à l'heure, bien, la peinture est appliquée au diamètre poitrine environ, donc 1,3 m à peu près. On va avoir de la peinture et on met une trace à hauteur de souche pour quand on fait notre analyse, on soit en mesure de voir que seulement les arbres qu'on avait définis ou choisis ont été récoltés. Est-ce que c'est quoi la sélection que vous faites? Est-ce que c'est les plus gros? Est-ce que c'est les plus en santé? Comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit dans l'autre secteur, ça va être des facteurs souvent de santé pour les arbres, de maturité des arbres, mais aussi en choisissant dans toutes les classes d'âge pour reproduire tout le temps le même patron. On en a parlé à quelques reprises. Fait que dans la prescription de l'ingénieur forestier, il va nous faire une séquence de sélection. Donc, en fonction de différents paramètres, des champignons, des faiblesses physiques, c'est ces arbres-là qui vont être choisis. Alors, justement, on va se diriger vers un secteur qui n'est pas coupé encore, mais qui est sur le point de l'être. Alors, on va aller nous expliquer comment ça fonctionne. Parfait. Alors, avant de repartir, quelque chose qu'on avait oublié, c'est au niveau du fait que vous avez coupé en hiver. Ça a un petit impact justement sur le sol et la repousse. Effectivement, quand on récolte, on veut aussi préparer le lit de germination, donc le terrain, de façon qu'il soit optimal. Si on est en hiver, c'est plus difficile. De préparer le lit de germination, c'est plus quand on va parler de bouleau jaune. Dans l'érable, c'est moins essentiel. Si vous regardez au sol, on a une épaisseur du muscle quand même assez épaisse. On va gratter. Voyez-vous, cette couche-là, elle n'a pas été perturbée. On gratte encore. Oh, on est rendu sur le sol là, où la graine aimerait bien germer. Si vous regardez juste en arrière de vous, ça a été perturbé légèrement. Et on a déjà un érable. Et ici, vous voyez toutes les pousses de bouleau jaune qui sont en train de croître. Donc, optimalement, si les coupes avaient été faites en automne, ce serait partout comme ça. Mais vous voyez, partout où il y a du sol à vif, ça l'a réussi. Alors, on est sorti un petit peu de la forêt, M. Dion, pour montrer deux petites choses. Premièrement, on est devant un cours d'eau. On voit des rubans pour délimiter, mais aussi on voit l'ouvrage que vous avez fait justement pour permettre à la route de passer. Bien, effectivement, pour accéder à nos secteurs de coupe, il faut construire des sections de chemin. On a une ici. Puis, il faut faire, on est obligé, il y a des normes à respecter, entre autres le règlement des normes d'intervention qui va prendre en compte des protections à faire pour les ruisseaux. Vous avez ici une construction de ponceau qui reflète quand même très bien les normes. Donc, il y a eu un enrochement de fait, une géotextile de mis pour empêcher tout
la sédimentation, donc la terre de débouler dans le ruisseau. C'est un ruisseau intermittent. Vous voyez, il ne coule pas présentement. Fait que ça a été fait, je pense, dans les règles de l'art. Puis vous avez les rubans. Il y a des rubans qui déterminent la fin de la coupe, et il y a des rubans aussi qui déterminent le cours d'eau. Bien, normalement, les rubans bleus vont déterminer les cours d'eau. Il peut arriver des opérations que les gens changent de couleur. Je suis un peu embêté de vous répondre dans ce cas précisément-là. Mais le ruban va être un paramètre visuel pour que les opérateurs sachent « Oh, je ne peux pas traverser parce qu'ils n'ont pas le droit de passer dans un cours d'eau. » Dans le cas d'un intermittent, on peut s'approcher du cours d'eau, mais on ne peut pas le traverser. Puis dans le cas d'un permanent, on va laisser une zone de 20 mètres entre... on va pouvoir récolter, mais pas circuler. Donc, récolter comme le reste partiellement, il n'y a aucune circulation dans le cours d'eau. Donc, quand il y a un cours d'eau, c'est 20 mètres, c'est quand même beaucoup, là. Je vais préciser un cours d'eau permanent. Et dans un intermittent comme ici, on peut aller jusqu'au bord du cours d'eau. Parfait. OK, on va aller voir notre secteur justement à couper. Parfait, merci. Alors ici, on est dans un secteur justement qui va être coupé bientôt. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est fait comme travail en premier. OK. La première chose qui s'est fait, c'est les inventaires forestiers. C'est quoi les inventaires forestiers? On va faire des lignes d'inventaire équidistantes qui vont nous révéler le portrait de la forêt qui est là. Donc, les essences qui y sont, le taux d'occupation des essences, la qualité du peuplement, les défauts, la maladie. Donc, la première étape, c'est de se faire un portrait du peuplement. Ce portrait-là va être analysé par un ingénieur forestier et lui, il va nous faire une prescription. La prescription va nous dire, bien, compte tenu de ce que vous avez sur le terrain puis l'objectif qu'on veut atteindre, on doit faire tel type d'action. Fait que c'est vraiment la première étape. Avec la prescription, l'équipe technique va arriver sur le terrain et elle va choisir les arbres en fonction des paramètres fixés par l'ingénieur forestier. Chaque arbre va être identifié. Ça, c'est important de le dire. Les gens n'ont pas idée de la somme. Je parle de forêt feuillue, je précise. Chaque arbre est identifié de façon manuelle en fonction des paramètres. Fait que si vous regardez sur certains arbres ici, vous avez de la peinture jaune-orange. Donc, ces arbres-là vont être récoltés, uniquement ces arbres-là. Vous allez me dire, mais hey, comment on fait pour vérifier ça? Bien, à chaque arbre au pied, au sol, il y a une autre trace de peinture qui va corroborer après la coupe, qui va rester comme quoi c'est ces arbres-là qui ont été choisis. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, l'opérateur, il peut se traîner une canne de peinture puis en mettre. On est plus futé que ça. À l'intérieur du périmètre, il y a des parcelles de vérification de cachets. Okay. Donc, quand on va arriver, faire la vérification après coupe, on va repositionner dans nos parcelles à l'aide du GPS et on va vérifier la qualité des opérations. Okay. Donc, ça veut dire que c'est très structuré, c'est très, je dirais, c'est très déterminé d'avance et puis on n'a pas le choix. Le forestier qui arrive, bien, il fait ce qu'il a à faire. Comme je vous ai déjà mentionné, on gère en fonction d'objectifs. Donc, on veut atteindre ces objectifs-là. C'est beaucoup de minutie et beaucoup d'opérations. Je veux juste faire un lien avec tout à l'heure. On était dans un secteur coupé, bon, pas tout à l'heure, parce qu'on va y aller. On est secteur coupé, qui a énormément de lumière au sol. Si vous regardez ici, c'est très sombre. Oui. Fait qu'en faisant un prélèvement, on va aussi donner des conditions gagnantes à ce qui est déjà établi. Si vous regardez au sol, ici, vous avez une érable à sucre, vous avez une autre érable à sucre. Donc, les érables à sucre qui sont là sont en attente d'avoir des conditions gagnantes. Fait qu'en enlevant des tiges ici, bien, ces tiges-là vont probablement croître davantage, pas probablement. Ils vont partir, ils vont décoller, ils vont venir remplacer les tiges qu'on a récoltées. Donc, vous avez dit que chaque arbre est identifié, mais pas chaque arbre est peinturé. C'est seulement les arbres qui sont coupés qui sont peinturés, c'est ça? Oui. Ça, il y a le coup que ça coûte de faire cette opération-là. Donc, on va prendre les arbres dans le cas d'un martelage négatif. Donc, négatif dit c'est les arbres qu'on récolte. Si on faisait une coupe avec réserve de semencier, c'est l'inverse. La coupe, bon, selon la dégradation et l'objectif à obtenir, on va choisir et peinturer les arbres qu'on veut conserver. Okay. Tout le reste va partir. Okay. Fait que là, ça prend un autre stade, ça prend une autre prescription. C'est plus sévère, mais ça, on fait ça selon des circonstances très, très, très précises. Fait que c'est l'optique qu'on a. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre arbre qui va partir. Bien, oui, il en part quelques-uns. Il y a un paramètre là, de sécurité. Parce que la machinerie, ça passe. Puis que l'arbre en avant de lui n'est pas peinturé, bien, il faut qu'il l'enlève. Pour faire les chemins, sortir le bois, aller récolter, il y a un certain pourcentage. Mais la plupart du temps, les bons opérateurs d'expérience, ils vont commencer par aligner les arbres. Comme ici, c'est sûr qu'il enlèverait celui-là, puis il va passer par-dessus. Puis il va faire son chemin avec les arbres peinturés. Okay. Pas éliminer les autres. Il faut mentionner aussi qu'il y a des arbres avec des X, et justement, c'est des arbres qui sont carrément morts. C'est des arbres morts. Quand les gens ils doivent prélever un pourcentage, on a des paramètres qu'on doit enlever, mettons, entre 25 et 35 %. Ils doivent calculer les choses. Fait que pour ne pas compter un arbre, parce qu'on le regarde comme ça,
Bien, le mort, il l'identifie. Puis on a des arbres presque morts qui, eux, vont servir, on appelle ça des arbres fauniques. Fait que c'est probablement des pics-bois qui vont s'en servir, des écureuils volants et autres. Donc ça, il en reste un certain pourcentage sur le territoire. Okay. Fait qu'on ne l'abat pas, lui, on le laisse comme ça. Il va rester là, effectivement. À moins que ce soit dangereux pour l'opérateur, il va le mettre au sol. Alors, M. Dion, c'est ainsi que se termine notre première émission. On va avoir une deuxième partie la semaine prochaine, mais on a quelques sujets à vous parler avant de partir. Tout d'abord, il fallait terminer par ici. Hein? Quel beau coup d'œil, le lac jaune. Je pense que tout le monde qui est venu ici se souvient de ce magnifique lac qui est en train de se transformer un peu. Hein? C'est exactement. Le lac jaune a une particularité. C'est un lac qui va finir un jour à devenir une tourbière. Donc, il rapetisse d'année en année. On ne le voit pas au visuel, bien entendu, mais il y a toutes les caractéristiques d'un lac qui va finir en tourbière. On a le même phénomène complètement fermé, un petit peu plus en amont. Fait que, puis à l'automne, c'est de toute beauté. Ça vient d'un doré magnifique. Effectivement, comme vous le dites, quand on parle à des clients ou à des gens, bien, tous et chacun ont déjà venu faire une randonnée au lac jaune. C'est quand même votre lac qui est plus au sud. Fait que quand il passe avec les... Dans le fond, on passe pas loin des sentiers pédestres qui te font tout ça. Là. Effectivement, c'est le lac le plus au sud. C'est un lac qui n'a pas de baignade, bien entendu. Mais à part le lac Saint-Joseph, où on est en bordure, c'est le seul lac. Les autres sont tous situés en partie plus au nord, là, aux 2 tiers à peu près de la station. Ça nous donne une chance aussi de parler de la faune. Pendant qu'on descendait ici, on a rencontré des chevreuils. Entre autres, vous avez une gestion de la faune intéressante aussi. Bien, en fait, on n'a pas de gestion de la faune. C'est ça qui serait plaisant à voir. La gestion qu'on a, c'est seulement de l'accroître. Parce que le type de coupe qu'on fait ramène de la régénération de bouleaux jaunes beaucoup. C'est une essence adorée par nos amis cervidés. Donc, les bouleaux jaunes, le but, nous, c'est de les faire croître, de les faire grandir, de les ramener. Et nos amis les chevreuils, eux, c'est de se nourrir, de bien se remplir la panse. Fait qu'effectivement, ça l'amène une problématique de gestion de la faune. On cherche des pistes de solutions pour les résoudre. Pour l'instant, il n'y en a pas avec... est-ce qu'on fait de la chasse? Est-ce qu'on fait du déplacement? Je ne sais pas. Mais la chasse n'est pas permise. La pêche n'est pas permise. Et certains articles de loi qu'il faudrait changer pour pouvoir éventuellement faire de la chasse. Et vous avez d'autres animaux aussi qu'on peut voir, là. On a l'ours noir, notre ami l'ours noir qui est en craint, mais qui nous craint encore plus. On a une belle population d'orignal. Vous avez une activité là-dessus aussi? Là. Oui, on a un partenaire, Aventure Inutshuk, qui fait l'interprétation de l'ours noir. Un bon taux de succès. Je crois même qu'il garantit son succès s'il n'y en a pas... sous réserve, là, ils peuvent en revenir, mais des fois, on change nos politiques. Ben oui. Mais oui, on a... Après ça, il y a la perdrix, le lièvre d'Amérique, le renard, ce qui est plus commun. Et nos petits amis qu'on ne va pas nécessairement voir près de l'auberge, c'est les ratons laveurs et les moufettes qui sont aussi présentes. Vous avez vos amis les écureuils aussi qui viennent nous voir souvent. Hein? Oui, on a nos amis les écureuils. Cette année, c'est cocasse. Les écureuils ils ne craignent rien. Ils viennent sur nos pieds. Ils viennent même dans les salles à manger nous voler nos biscuits. Fait que ça alimente un dîner. J'aimerais qu'on revienne sur le volet forestier. On n'a pas parlé justement qu'est-ce que vous faites avec le bois qui est coupé, comment ça fonctionne. Je pense que vous avez il y a une mise en marché là, qui se fait de ce côté-là. Là. Oui, effectivement. On a changé nos opérations, la façon de faire, il y a à peu près 5-6 ans. Présentement, nos bois sont... Toute la préparation que vous avez vue est faite à l'interne. Les traitements sont faits à l'interne. Les chemins sont construits par nous. Mais le bois, on le vend aux enchères. C'est-à-dire qu'on donne un patron, on donne des directives, mais avec un schéma explicite de ce que les gens vont retrouver par essence, par le produit qu'ils vont probablement extirper. Et les compagnies font une offre pour l'ensemble de la zone de récolte. Donc, il y a une ristourne qui se fait en droit de coupe sur l'ensemble de la récolte, effectivement. Donc, vous faites la préparation de la terre à bois, dans le fond, et puis c'est eux autres qui viennent l'extraire. Exact. On fait toute la préparation est faite à l'interne, sous supervision bientôt de l'ingénieur et du ministère Forêt, Faune et Parc. Et un coup que la mise en enchère est faite, l'entrepreneur prend un peu contrôle des opérations, bien entendu, sous notre supervision.
Je pense qu'on n'a pas parlé non plus de l'École de la foresterie du Chesnay aussi qui vient vous voir et qui fait aussi des interventions. Là. Oui, bien, l'école est omniprésente. L'école, comme je vous ai mentionné, fait partie des 3 champs initiaux de la station forestière du Chesnay. Donc, il se fait différentes pratiques, différentes formations, dont la récolte de matières ligneuses. Puis il faut le mentionner, vous avez aussi une école de garde-chasse qui est présente aussi à Duchesnay. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la seule. En tout cas, je pense pas que tous les étudiants qui suivent le cours doivent terminer par Duchesnay. Donc maintenant, c'est rendu une formation qui se donne à Alma. C'est une attestation d'études collégiales. Quand on finit à Alma, il doit venir faire un certain nombre de semaines à la station touristique du Chesnay pour terminer et être reçu comme agent de la faune. En terminant, j'aimerais ça qu'on parle des bâtiments, justement, quand on arrive. Vous avez plusieurs bâtiments, plusieurs qui datent. Il y en a un, je pense aussi, qui date du début. Hein? Ah oui, bien, notre plus vieux date de 1936. Et notre plus récent, c'est l'auberge 2003. Il y en a de toutes sortes. On a des bâtiments qui ont changé de nom. Donc, des fois, l'historique est difficile à suivre parce que le même nom a pu faire 2, 3 bâtiments. Et il y en a un, entre autres, je ne vous ai pas parlé, il y a le pavillon Sylvain qui a tout le temps une petite histoire dessus. À l'époque de M. Parizeau, quand il venait faire les budgets, bien, il se réclusait dans le Sylvain. Il venait faire à l'occasion les budgets ici à la station. Et puis, bien, c'est sûr, on parlait aussi qu'il y a plusieurs chalets qui sont sur le bord du lac Saint-Joseph. Vous avez des chalets en location aussi. Vous avez plein de produits comme ça aussi. Oui, exactement. On a 3 types de produits d'hébergement. On a l'auberge 4 étoiles, on a des pavillons, puis on a les chalets en bordure de lac. Il y en a 14 qui peuvent être réservés. Alors, M. Dion, c'était une visite extraordinaire. On a vraiment eu du plaisir à voir toutes les ramifications. Il nous reste une autre émission avec Duchesnay, avec un de vos collègues. Mais en terminant, j'aimerais que vous nous dites un peu les projets d'avenir de la station. Qu'est-ce que vous allez continuer de faire pour les prochaines années? Bien, on va essayer de faire le meilleur. C'est sûr qu'on est toujours tributaire des sommes d'argent qui viennent, mais on développe tout le temps un produit de développement durable. On a différents projets qui cheminent. Je ne veux pas trop en parler, mais on est en phase tout le temps de construction et de positionnement. Merci beaucoup, M. Dion. Puis on poursuit la semaine prochaine avec un de vos collègues. Merci. Ça m'a fait plaisir.